Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, pour les investisseurs étrangers, conquérir la France, c'est conquérir l'Europe. Cette déclaration du ministre Roland Lescure est si consternante que j'ai d'abord cru à une manipulation. Mais non, ce n'était pas un lapsus, mais un aveu révélateur. Ce gouvernement est donc fier d'aider nos adversaires économiques à conquérir l'économie française et, ce faisant, le marché européen que vous prétendez défendre. D'ailleurs, aujourd'hui, nous apprenons que M. Macron, en anglais, soutient aussi le rachat d'une grande banque française par une concurrente européenne. En ces temps de guerre économique, il y a donc des nations qui se protègent pour mieux partir à la conquête du monde, et il y a vous, la Macronie, qui encouragez le monde à conquérir la France. En 2001, l'avoir extérieur de notre pays, à savoir la différence entre ce que les Français possèdent à l'étranger et ce que les étrangers possèdent en France, était de 40 milliards d'euros. Ce déficit a été multiplié par 15. Il est aujourd'hui de moins 630 milliards d'euros. La France possède pourtant l'une des épargnes les plus abondantes du monde. Qu'avez-vous donc fait des 6 000 milliards d'euros pour valoriser notre économie tout en enrichissant les épargnants? Absolument rien. Conçu avec le soutien des cabinets de conseil que vous avez grassement payés avec l'argent des Français, votre communication sur l'attractivité de la France n'est qu'un énième mensonge. Que l'on compte en emplois créés ou en argent investi, la France n'a jamais été l'économie la plus attractive depuis 7 ans. Pire, c'est en fait l'Europe qui décroche, avec seulement 6% des investissements mondiaux contre 17% pour les États-Unis, 17% pour l'Asie. Un investissement étranger, d'ailleurs, n'est ni bon ni mauvais en lui-même. Si un investissement conduit à des transferts de technologie et de savoir-faire en France, alors c'est un atout. Si un investissement étranger revient à piller des brevets français, voler des parts de marché, étouffer des filières naissantes, alors c'est de l'incompétence ou de la trahison, ou en l'occurrence, les deux. Ma question est donc simple. Quand allez-vous cesser de vendre la France pour cacher votre échec ? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Roland Lescure, ministre de l'Industrie et de l'Énergie. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Jean-Philippe Tanguy. Un grand banquier central américain avait l'habitude de dire « Si vous avez compris quoi que ce soit à ce que j'ai dit, c'est que je me suis mal exprimé ». Vous avez dit tout et son contraire dans cette question. Et vous avez montré, une fois de plus, que vous disputez les batailles d'hier et d'avant-hier et que bataille après bataille, vous les perdez. Vous étiez contre l'Union européenne, vous l'avez perdu cette bataille. Vous étiez contre l'euro, vous l'avez perdu cette bataille. Vous étiez contre le marché énergétique, vous l'avez perdu cette bataille. Vous êtes désormais, je l'ai entendu, contre la voiture électrique, vous êtes en train de la perdre. Et les 20 000 salariés de Dunkerque à qui nous proposons un avenir, vous en seront reconnaissants. Et maintenant, vous perdez la bataille de l'attractivité de la France. Ce matin, Monsieur Jean-Philippe Tanguy, ce matin, pendant que vous rédigez votre question, moi j'étais dans la banlieue de Blois, dans une entreprise qui fait des produits pharmaceutiques. Vous savez quoi? C'est un industriel italien qui est présent depuis 30 ans, qui a investi plus de 160 millions dans cette entreprise, qui va créer 100 emplois. Et vous savez quoi? Si vous étiez au pouvoir, évidemment ça n'arrivera pas parce que vous n'avez aucune crédibilité. Les Italiens, les Américains, les Chinois qui aujourd'hui choisissent la France en sortiront. Vous n'avez rien compris au commerce international. Vous pensez que fermer les portes suffit à les régler. Vous n'avez rien compris aux investissements internationaux. Vous ne souhaitez pas que la France réussisse. Monsieur Tanguy, vous êtes le parti de la défaite. Et la défaite, vous l'aurez. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur Tanguy. Monsieur le ministre, si seulement vous étiez aussi ringard que votre faille temporelle des années 90, mais vous êtes incompétent. Déficit extérieur, déficit de l'avoir extérieur, déficit du marché public, c'est votre bilan. Monsieur Tanguy. Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, des détenus déshabillés entassés à l'arrière de camions les transportant jusqu'à un camp de détention. Des enclos où sont parqués des détenus menottés, yeux bandés, avec interdiction de bouger sous peine de torture. Des malades attachés au lit, nourris à la paille, forcés de porter des couches. Cette description fait froid dans le dos. C'est celle que des lanceurs d'alerte israéliens font de l'établissement de détention de Teiman à 30 km de Gaza. L'un d'eux témoigne. Ils les ont dépouillés de tout ce qui ressemblait à des êtres humains. Des centres de torture de ce type, Israël reconnaît en avoir ouvert 3. 3 issus de la reconversion d'installations militaires. Ces révélations de CNN s'ajoutent aux violations toujours plus graves du droit international par l'armée israélienne.
Après avoir forcé 1,4 million de Gazaouis à s'entasser dans Rafah, qui ne peut accueillir que 200 000 personnes, l'armée israélienne la pilonne et y a déployé ses chars. Plus de 360 000 personnes ont repris la route vers le centre de la bande, mais les bombardements reprennent aussi au nord. Plus d'1 million de personnes risquent de mourir de faim. Plus aucun média ne diffuse. Les camions d'aide sont attaqués, le poste frontière détruit. L'intention génocidaire du gouvernement israélien se précise de jour en jour. Le président français se targue d'avoir lancé un avertissement ferme à Netanyahou, mais celui-ci n'a que faire des avertissements qui ne sont que des mots, pas des actes. Le président a aussi promis de rapatrier les enfants blessés palestiniens qui ont fui en Égypte et qui sont confrontés à l'insuffisance des soins. À Gaza, un enfant palestinien est tué ou blessé toutes les 10 minutes. Seulement 11 enfants ont été accueillis par la France sans préserver la famille, un seul parent pouvant accompagner l'enfant. Entre notre délégation et les ONG et vos services, ça s'enlise. Quand le président va-t-il respecter sa parole? Quand votre gouvernement va-t-il prendre les mesures pour rapatrier ces enfants et leur sauver? Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Stéphane Séjourné, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci Madame la Présidente, Madame la députée. Je me suis déjà longuement exprimé devant vous sur le sujet de Rafah et sur ce sujet en particulier. Ce qui est à l'origine de cette tragédie, c'est l'attaque du 7 octobre. Et vous ne l'avez toujours pas mentionné, pas un mot pour nos otages, pas un mot pour les 43 Français qui sont décédés lors de ces attaques et qui constituent aujourd'hui une tragédie. Alors les Palestiniens n'ont pas à payer le prix des violences et de la folie meurtrière du Hamas. Et je le redis également devant vous, sur Rafah, de manière très claire, Israël doit cesser cette opération. Je veux être très clair et sur le fond, je veux également vous rappeler la position française que j'ai défendue le 30 avril dernier lors de mon déplacement en Israël, que je défendrai à nouveau auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies. La France est pour la libération immédiate et inconditionnelle des otages. Nous avons encore 3 Français à Gaza et je souhaite que l'ensemble des Français, l'ensemble de la représentation nationale puisse se mobiliser pour leur libération. Un cessez-le-feu durable pour garantir la protection des civils, une entrée massive de l'aide humanitaire, une reprise crédible du processus politique pour une solution à 2 États. C'est cette position d'équilibre équilibrée que j'ai défendue, Madame la députée. Les Israéliens connaissent notre position, les Palestiniens également. La France œuvre pour des questions humanitaires avec notamment nos partenaires arabes sur place et nous continuerons à agir dans la région diplomatiquement et sans instrumentalisation politique. 147 visages, 147 voix de MeToo, dans toutes ses nuances, publie aujourd'hui une tribune dans le journal Le Monde pour demander une loi intégrale contre les violences sexistes et sexuelles. C'est finalement ce que demandent depuis longtemps les associations féministes et aujourd'hui le mouvement s'amplifie encore. Il est puissant, il nous dépasse et il nous demande d'agir maintenant. Parce que derrière les 147, ce sont des millions d'inconnus. Parce que derrière les 147, il y a les 134 victimes de féminicide en 2023. Il y a les 7,4 millions de Français et Françaises victimes d'inceste. Il y a une femme victime de viol toutes les 6 minutes. Il y a celles qui résistent face au harcèlement, à l'emprise, aux violences, à la domination et à l'impunité. Depuis 7 ans, tout change pour que rien ne change. Alors, Madame la Ministre, je sais que vous allez me lister les mesures mises en place au fil des années, les victoires arrachées par les féministes, les petits progrès qui indéniablement font avancer les choses. Mais depuis MeToo, on avance au coup par coup. On avance au fur et à mesure des coups médiatiques, alors qu'on devrait avancer face aux coups sous lesquels tombent nos mères, nos filles et nos sœurs. On dit que les femmes parlent, mais les femmes ont toujours parlé. On s'est juste décidé à bien vouloir les entendre. Les bulles du mouvement MeToo se rejoignent pour faire marée face à l'absence de réponse politique forte. Alors aujourd'hui, comme en Belgique, nous demandons une loi intégrale et les moyens qui vont avec. Nous demandons une meilleure protection des victimes, l'élargissement des ordonnances de protection des victimes de viol, l'accès gratuit aux soins psychotraumatiques et surtout, des moyens financiers
pour les forces de justice, pour les forces de l'ordre, pour les associations. Madame la ministre, maintenant il faut agir. Quand allez-vous présenter devant ce Parlement une loi intégrale pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles? Je vous remercie, Madame la députée. La parole est à Madame Aurore Bergé, ministre en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Marie-Charlotte Garand. 147, vous l'avez dit, 147 qui ont signé cet appel dans le monde, mais derrière elles et derrière eux, ils le disent eux-mêmes, des centaines de milliers et des millions qui ont subi, qui subissent ou qui pourraient subir des agressions sexuelles, des viols et des coups. C'est ça la réalité, c'est une réalité assez terrifiante en vérité que nous n'avons pas forcément envie de regarder en face. Parce que cette réalité terrifiante, c'est que dans 9 cas sur 10, une femme victime d'agression sexuelle ou de viol, elle connaît son agresseur. Ça se passe dans notre intimité, ça se passe dans nos familles, ça se passe dans nos maisons, ça se passe dans notre environnement professionnel. Ce qui veut dire que si je regarde cet hémicycle, il y a évidemment dans cet hémicycle aussi des femmes, et peut-être des hommes, qui ont vécu des agressions sexuelles ou des viols. Et réalité plus terrifiante encore, statistiquement, ça veut dire qu'aussi, il y a potentiellement des agresseurs. C'est cette réalité que nous devons collectivement adresser, non pas pour pointer du doigt ou pour dire que tous les hommes seraient des agresseurs, ça n'est évidemment pas mon point, mais pour considérer qu'enfin, cette question, c'est une question qui doit concerner l'ensemble de notre société. Et parce qu'elle doit concerner l'ensemble de notre société, il y a ce que nous avons déjà fait, évidemment, sur l'allongement de la prescription, sur les cours criminelles départementales, sur le fait qu'on a des taux de condamnation aujourd'hui qui augmentent année après année, plus 30% de taux de condamnation pour viol depuis 2017, mais que ça ne suffit pas et que c'est la raison pour laquelle, notamment, cette réalité qui se joue dans notre intimité doit nous permettre d'appréhender en particulier la notion du consentement. C'est pour cela que nous devons changer notre code pénal, c'est pour cela que nous devons appréhender de manière globale ce que veut dire le consentement et l'appréhender dès le plus jeune âge, mieux le caractériser, pour mieux condamner, pour avoir des taux plus effectifs de condamnation. C'est l'engagement du président de la République qui l'a rappelé. Nous changerons, je l'espère ensemble, notre code pénal. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Madame la députée. Madame la Ministre, dans toutes les auditions que nous avons menées pour la mission d'information sur le consentement, les constats sont unanimes. Modifier le code pénal ne suffira pas, il va falloir mettre des moyens sur la table.